Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, des sources fraîches derrière les rochers, une plage vibrante de soleil, un livre dérangeant. Écrit en 1940, il n'en finit pas de provoquer admiration et polémique. Il est même l'un des livres les plus scrutés de la littérature contemporaine. Alors on n'en finit pas d'essayer de le comprendre, de le décortiquer. Cette œuvre, c'est L'étranger, écrit en 40 jours par Albert Camus. Intellectuel et résistant, ami puis adversaire de Jean-Paul Sartre, sacré prix Nobel de littérature en 1957, mais pied noir. C'est-à-dire qui, à l'image de son récit, renvoie au temps difficile de l'Algérie française, à ce passé qui ne passe pas. D'autant que dans ce livre, tout est ultra sensible. Tant le style employé que son histoire, qui agit comme un symptôme de la grande histoire. Et tout y est structuré par 3 morts, celle de la mère, celle de l'arabe et celle de Meursault, l'anti-héros. Une vraie œuvre à tiroir. Alors, dans quel but Albert Camus a-t-il écrit L'étranger? Et comment comprendre la fascination qu'aujourd'hui encore ce livre provoque? Un ouvrage qui, rappelons-le, a été traduit en 68 langues et demeure le 3e roman francophone le plus lu au monde. Notre invité aujourd'hui pour parler de ce monument, Jacques Ferrandez, auteur, illustrateur. Il est lui aussi d'origine pied-noir, de ce même quartier de Bellecour où a grandi Albert Camus. Et il est l'auteur des Carnets d'Orient, de Retour à Alger, mais aussi d'un roman graphique de L'étranger publié en 2013 chez Gallimard. Affaires sensibles, une émission de France Inter diffusée en direct, récit documentaire Sophie Baubert, coordination Christophe Barrère, réalisation Frédéric Milano. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées, à l'ordre du jour. L'élection en raz-de-marée qui a mené à l'Assemblée nationale constituante 12 députés nationalistes musulmans, groupés sous l'étiquette des Amis du Manifeste, constitue une étape importante dans l'évolution du problème algérien. Car il y a un problème algérien. Conquise en 1830, l'Algérie, on le sait, forme 3 départements français. Cependant, dans ces départements où vivent 7 millions d'Arabes pour 1 million d'habitants d'origine européenne, le droit de vote n'est attribué qu'à certaines catégories seulement de citoyens. Cette particularité trouve sans doute son explication dans la situation politique, religieuse, sociale. Il n'en est pas moins vrai qu'elle crée un malaise qui pourrait croître avec ce qu'on appelle la personnalité algérienne. Été 1946. Paul Guimard, ici au micro, organise un débat autour de la question, je cite, du problème algérien suite à l'entrée de 12 députés musulmans à l'Assemblée d'Alger. Une première ouvertement pour calmer les velléités des leaders indépendantistes que sont Ferhat Abbas ou Missa Yadji et pour donner vie au projet Bloom-Violette, né en 1937, qui prévoit l'assimilation des indigènes. Mais la partie est loin d'être gagnée. Surtout depuis la tragédie du 8 mai 45, qui avait la France maté une manifestation à Sétif, faisant des milliers de morts. Le chiffre exact, on ne le connaîtra jamais. Les corps n'ont pas été retrouvés. Voilà pourquoi, en métropole, passé les joies de la libération, on commence à s'inquiéter. D'autant que d'autres colonies, comme celle de Madagascar ou de l'Indochine, demandent elles aussi de s'affranchir. Côté métropole, le déni est encore là, bien sûr, pesant lourd sur les consciences. Mais ce jour-là, dans les studios de l'ORTF, le débat est particulièrement symptomatique de la cacophonie à venir. Ferhat Abbas lui-même, le fondateur de l'Union populaire algérienne, est présent. Et il s'offusque lorsqu'il entend Paul-Émile Viard, doyen de la faculté de droit d'Alger et député MRP, dénigrer son pays. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait une véritable personnalité algérienne. Actuellement, elle paraît exister, je crois qu'elle n'existe que par suite de découpage administratif que la France elle-même en a fait. Toute l'histoire de l'Algérie montre que l'Algérie n'a eu une véritable vie que dans la mesure où elle baignait dans un grand empire. C'est le cas actuellement. Je crois par conséquent qu'il vaut mieux chercher à informer en quelque sorte l'âme algérienne par le génie français, mais que cela n'entraîne pas des conséquences administratives et politiques. Un autre homme est là, sur le plateau, qui tente de ménager les susceptibilités et qui insiste sur la nécessité de trouver une solution aux injustices que les Algériens subissent. Sauf qu'au micro, il peine à définir ce qu'est cette âme algérienne. Et cet homme, c'est Albert Camus,
ancien journaliste à l'Alger républicain et désormais écrivain. Cette âme algérienne, Camus a pourtant baigné dedans. Né en 1913 à Mondovi, dans l'est du pays, il est par son père Lucien, descendant des premiers colons en charge des vendanges. Sa mère, Catherine, est originaire de Minorque. Elle est à moitié sourde, pauvre, illettrée, mais le couple s'aime. Or, voilà qu'éclate la Première Guerre mondiale, qui enrôle Lucien dans le 1er régiment des Zouaves, ce corps d'infanterie qui agrège aussi bien des indigènes que des chercheurs ou des anarchistes, comme Louis Rimbaud, proche de la bande à Bonneau par exemple. Et voilà que dès 1914, lors de la bataille de la Marne, Lucien est tué. Il n'a pas 30 ans. Catherine se réfugie alors chez sa mère, une femme autoritaire qui vit à Alger, dans le quartier de Bellecour. Camus la racontera, cette enfance, soulignant, je le cite, le vide affreux laissé par l'absence de son père. De lui, depuis la guerre, ne reste finalement que l'éclat d'obus qui lui a ouvert la tête, conservé dans une boîte à biscuits. L'enfance d'Albert se passe donc là, dans ce petit appartement, de façon modeste. C'est là qu'il contracte une forme chronique de tuberculose qui le poursuivra toute sa vie. Alors, dès qu'il le peut, il sort de chez lui et retrouve les Espagnols, les Italiens et les Maltais qui peuplent les rues. L'ambiance de l'époque, les jeux de ballon, les terrasses, les lampes à huile, le front de mer bordé d'arcades, et au loin, toujours, la prison Barberousse. Pour le goûter, on s'offre un beignet de chez le marchand de la rue Babazoun, l'été un sorbet citron ou une limonade glacée, le soleil tape si fort. Le quartier est pauvre, mais truculent, on voit, traversé par le tram qui le conduit chez son oncle Gustave, dit Acco, boucher de son état, franc-maçon et bibliophile. L'enfant passe des heures devant ses livres, et c'est ainsi qu'en classe, rapidement, il brille. Et il y fait une rencontre décisive. Alors va pour le lycée Bugeaud, mais il ne sera pas instituteur, Albert. Il vient de découvrir Gide, Monterland, Nietzsche. Son esprit s'est ouvert. Il prend conscience qu'à côté du lycée, on peut longer le jardin Marengo et atteindre la haute Casbah, près du sanctuaire de Sidi Abderrahmane, le saint patron d'Alger. Mais entre la Bab el-Oued pied noir et la Casbah indigène, ce sont deux mondes qui, dans l'intimité, ne se mêlent pas. Alors, il continue de réfléchir à ce manque de porosité et s'inscrit en fac de philo, tout en devenant gardien de but au Racing universitaire d'Alger. Sa vie devient trépidante. Fréquente-t-il pour autant des Algériens? Se mêle-t-il de politique? Pas encore, mais ça va pas tarder. En 1935, fort de sa licence de philosophie et de la publication de 4 essais pour la Revue Sud, il se lance dans l'écriture de L'Envers et l'Endroit, un recueil de nouvelles publié à 150 exemplaires par Edmond Charlot, un jeune éditeur. On y découvre alors une prose païenne, sensuelle. Ainsi, dans Noces à Tipaza, Camus raconte une journée passée à flâner près des ruines romaines qui bordent la Méditerranée. Grisé par la mer et sous un soleil de plomb, il transmet l'ivresse que lui inspirent les lieux. Au printemps, Tipaza est habité par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer, cuirassée d'argent, le ciel bleu et cru, les ruines couvertes de fleurs, et la lumière à gros bouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Ici déjà le soleil est noir, un oxymore, un astre à la fois éblouissant et négatif. Un danger auquel l'homme, pourtant, aime se soumettre. Et c'est ainsi que pointe la chute de la raison. Une idée bientôt reprise dans l'étranger, mais nous n'y sommes pas encore. Car avant de se fondre dans cette idée dérangeante, le jeune Camus doit se frotter à la politique. Nous sommes alors en 1935, il a 22 ans et il décide de prendre sa carte au Parti communiste tout en rêvant de devenir journaliste. Coup de chance, un certain Pascal Piat, un homme de réseau brillant, vient d'arriver à Alger pour développer une presse de gauche. Entre Camus et lui, l'entente est immédiate. C'est que le jeune Albert est doué et s'intéresse particulièrement aux injustices qui émaillent son pays, ainsi qu'au sort des Kabyles. Il n'est pas de spectacle plus désespérant que cette misère au milieu du plus beau paysage du monde, écrit-il. La misère, oui, tout comme l'histoire de cette Algérie algérienne si méprisée. Il sait bien qu'au lycée, on n'utilise que le malais Isaac, un manuel français.
Rien de plus normal, alors, que de prendre sa carte parti communiste. Un peu comme il l'a fait durant des années face à sa mère, il tente de faire passer des messages. Oui, mais lesquels? Eh bien, aider les Algériens à s'épanouir, à acquérir une forme d'égalité citoyenne. Il se méfie tellement des Européens qu'il reproche la froideur, le goût de la mort, en somme, qui a condamné son père. Alors il accuse, article après article. Oui, la France est coupable d'être sourde aux injustices et aux cris de misère des familles algériennes coincées dans un code de l'indigénat datant du 19e siècle. Il répond: des rives d'Afrique où je suis né, on voit mieux le visage de l'Europe et on sait qu'il n'est pas bon. Au bureau du PC, bien sûr, les cadres le félicitent. Cette manière d'écrire que 80% des Français d'Algérie ne sont pas des colons, mais des salariés ou des commerçants, c'est très bien. Sauf que cette façon d'accuser les gouvernements, ça ne passe pas. Tout comme cette idée de coexistence pacifique entre les communautés, cela sonne comme trop décalé. Ici, en 1979, pour France Culture, l'ancien secrétaire du parti Amar Oussegan se souvient. Il était à l'avant-garde en 1935. Alors comment vous expliquez son changement par la suite? Alors, Camus, en sortant du Parti communiste, a perdu contact avec les éléments révolutionnaires conséquents. Il a perdu le contact avec vous qui aviez des Il avait perdu le contact avec moi et avec les communistes qui étaient partisans et de l'indépendance de l'Algérie et de la lutte anti-hitlérienne. Et alors il a retrouvé les éléments beaucoup plus modérés, beaucoup plus en arrière. Vous voyez? Modéré, voire décalé? Non, non affilié. Car si Camus est un homme de gauche, il n'est pas un homme de parti. Pas du genre à courber l'échine devant Moscou. Il reste alors socialiste malgré les socialistes, comme on a pu dire de Péguy, par exemple, qu'il était chrétien malgré les chrétiens. En tout cas, en cette fin des années 30, rien ne trouve grâce aux yeux de Camus. Ni la perspective d'une Algérie immuable dans l'État, ni celle d'une Algérie sans métropolitain. Parce qu'il la connaît, l'Algérie, et il ne nourrit aucune illusion à l'égard du FLN, qu'il perçoit comme une organisation populiste, hostile aux intellectuels. Une organisation qui d'emblée exclurait les Européens. Mais enfin, pourquoi les exclure? Il est si bon de vivre ensemble. Et puis, que dire de ces menaces de guerre qui se profilent outre-mer? Comment ça, une nouvelle guerre mondiale? Comme si la boucherie de 14 n'avait servi à rien. Face à ces sombres présages, Camus se sent bien seul. Alors, que dire? Écrire, plutôt. Oui, sur ce sentiment de se sentir si étranger aux autres et à soi-même. Juin 1940, Camus a 27 ans. Le monde devrait s'ouvrir à lui, mais étonnamment, une à une, les portes se ferment. La censure oblige l'Alger républicain à le licencier, et 2 ans après avoir épousé Simone Huet, le divorce est consommé. Sans parler de sa tuberculose qui le reprend, et de la guerre qui elle aussi reprend. Partout autour de lui se rapproche le spectre des défaites. Étrange sensation que celle de se sentir hors jeu. Alors, il adopte le look d'Humphrey Bogart et renonce à son projet de voyage en Grèce. Il préfère entrer dans le combat. Toujours grâce à Pia, il quitte Alger pour Paris, où, comme il s'y attendait, le choc des cultures est rude. Eh bien, j'ai débuté dans le métier des lettres par l'admiration. Quand je suis arrivé à Paris, on m'a dit qu'il convenait de débuter, au contraire, par la critique. Mais en fait, pendant ma jeunesse, j'ai beaucoup admiré un certain nombre d'écrivains, et pour des raisons d'ailleurs différentes, comme Gide, comme Malraux, comme Monterland, et très certainement, je ne refuserai pas leur influence. C'est donc sous leur égide qu'il entre comme secrétaire de rédaction à Paris Soir. Ça, c'est pour la journée. La nuit, il écrit. Sa pièce Caligula est déjà terminée. Il commence à penser à un essai qui aura pour titre le mythe de Sisyphe. Mais peu à peu, grandit en lui l'idée d'un triptyque, une tétralogie qui agrégerait un autre titre, L'étranger. Et cet étranger, c'est fiévreusement qu'il l'écrit.
En 40 jours, dans un manuscrit quasi dépourvu de rature, il met en scène un court roman avec un héros qui, tel Sisyphe justement, a congédié les dieux. Un héros qui intuitivement sait que l'existence n'a pas de sens et que seul le hasard ou la fatalité guide nos pas. Un héros tragique. Camus écrit à sa nouvelle compagne, Francine Faure. En réalité, ce roman, je le porte depuis 2 ans. Et j'ai bien vu, à la façon dont je l'écrivais, qu'il était déjà tout tracé en moi. Je n'ai jamais rien écrit avec cette continuité, cette facilité. Le roman est-il pour autant facile? Pas vraiment. Dès l'intro, le ton est donné, laconique. Mais il contraste fortement avec le sens de l'action. Pour le lecteur, le choc est ici immédiat. Camus lui-même lit un passage dans un enregistrement réédité de Frémaux et Associés. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Tendons l'oreille. Malgré les aujourd'hui et les hier, nous ne savons pas quelle date se déroule cette histoire, et on ne le saura jamais. C'est en cela que, d'emblée, l'écrivain nous menace, comme semble menacer l'usage de ce passé composé rare en littérature, qui tire l'histoire jusqu'à nous et semble traduire la confession d'un enfant en faute à un enfant docile qui dit « maman ». Pourtant, il s'agit là de la voix d'un adulte. Alors quoi ? Qui est donc ce narrateur, Meursault, cet homme qui à la fois écrit maman et semble ne rien éprouver à la mort de sa mère, ni révolte, ni tristesse? Comment est-ce possible? Pourtant cet homme joue le jeu. Il demande un congé à son employeur, revêt une cravate noire, veille le corps de sa mère. Mais cela ne suffit pas. Quelque chose cloche. Il n'a pas l'air. Pas l'air quoi? Pas l'air normal. Ou il fait preuve de bonne volonté pour se conformer au code de la société. Certes, il vit une vie tranquille et docile, vaguement compromise, mais ce n'est pas un ange non plus. Comme lorsqu'il se lie d'amitié avec un proxénète, à qui il donne le nom de jeune fille de sa mère, Synthèse, ou qu'il accepte avec indolence la demande en mariage de Marie, qu'il désire pourtant. Ainsi, Camus s'amuse à fourvoyer le lecteur, à le transformer en un observateur conformiste et bourgeois, et ce n'est que le début. Car à cet égard, la scène du crime sur la plage illustre bien cette idée que Meursault est étranger. Étranger non seulement au code de la société, mais aussi à lui-même. C'est-à-dire qu'il est totalement dominé par ses sensations. Il est comme une marionnette aux mains du destin. Et du soleil, bien sûr. Un soleil qui agit comme un troisième acteur entre Meursault et l'arabe. Oui, il y a cette chaleur insupportable. L'océan qui devient acier bouillant. Le soleil qui agresse. C'en est trop pour Meursault, qui craque. En 1954, le philosophe Roland Barthes revient sur ce fameux passage. Meursault est un homme charnellement soumis au soleil, et je pense qu'il faut entendre cette soumission dans un sens à peu près sacral. Tout comme dans les mythologies antiques ou dans la Phèdre racinienne, le soleil est ici une expérience si profonde qu'il en devient destin. Il fait l'histoire et il n'y a aucun des 3 épisodes du roman, l'enterrement, la plage, le procès, qui ne soit dominé par cette présence du soleil. Le feu solaire fonctionne ici avec la rigueur même de la nécessité antique. Camus lui-même disait avoir le cœur grec. Il s'agit donc d'une tragédie grecque, où Meursault se révèle impuissant. Car c'est bien à cause du soleil qu'aveuglé il fait un pas en avant, et que l'arabe sort son couteau, et que Meursault tire. Voilà, simple, pas tant que ça, car il ne se contente pas de tirer une fois, il tire 4 fois. Un véritable suicide social. Ainsi, c'est davantage le soleil qu'il a hérité bien plus que l'arabe, dont il n'a parlé qu'une fois au préalable, et dont il ne connaît même pas le nom. C'est gênant, mais c'est volontaire, car enfin, que voudrait-on nous faire croire que les Algériens seraient nommables? Il n'empêche. Le procès s'enclenche, qui rapidement prend une toute autre allure, celle d'un spectacle qui a pour fonction d'occuper les gens. Et une fois de plus, Camus s'amuse à perturber le lecteur. C'est-à-dire que peu à peu se dessine un autre procès, celui des mœurs de Meursault.
du fait qu'il ne se comporte pas normalement. Et non, il a bu un café au lait en veillant le corps de sa mère. Comme c'est étrange. Il a bien pleuré lors de son enterrement. Oui, mais l'auteur insinue que dans la foulée, il est allé au cinéma avec sa fiancée. Cet homme serait un monstre. Meursault va donc être condamné parce qu'il est resté indifférent au code de la société. C'est ainsi que Camus en profite pour faire aussi le procès de la justice. Et puis il y a le fait que l'audience éclate de rire lorsque Meursault confesse avoir tué à cause du soleil. Que d'incompréhension. Ici, on condamne davantage sa personnalité que son crime, puisque le crime de l'arabe, au final, n'importe plus guère aux yeux des jurés. En 1967, pour l'émission Panorama, Marcello Mastroianni incarne Meursault devant la caméra de Visconti et il s'explique. Marcello Mastroianni, vous jouez Meursault, c'est-à-dire vous jouez l'étranger. Comment voyez-vous votre personnage? Mais, très simplement, c'est un homme normal, suffisamment intelligent, suffisamment sensible, pas du tout intellectuel, comme beaucoup de monde croient, et qui aime la vie, qui se promène, qui travaille, qui mange, qui se couche avec les femmes, qui boit, c'est tout. Un homme normal, avec une qualité que d'ailleurs c'est rare dans les hommes normaux. Ça veut dire il est honnête, il n'est pas hypocrite. Et ça, c'est la raison qui lui ruine, au fond, parce qu'il n'accepte pas de... Je sais pas, avec peut-être une certaine philosophie méditerranéenne, il n'aime pas se battre pour se faire comprendre. Au fond, parce qu'il fait des choses tellement normales qu'il ne voit pas, parce qu'il faut se forcer de se faire comprendre. Mais à cet homme ordinaire qui mène une vie normale, il lui arrive malgré tout une histoire qui, elle, est extraordinaire. Il tue un homme, il tue un arabe, et il va être condamné à mort. Parce que toujours les hommes honnêtes sont des victimes, je crois. Meursault, une victime? Voyons cela. Meursault est coupable d'un meurtre qui se double d'une portée symbolique. L'arabe a un couteau, l'arme du pauvre, alors que Meursault a un revolver, l'arme du colonisateur. Certes, mais il est aussi une victime de la justice, qui l'envoie à la guillotine. Une horreur aux yeux de Camus, qui détient là des rares souvenirs transmis au sujet de son père. Ce dernier aurait en effet un matin assisté à une exécution publique et en aurait vomi tout l'après-midi. Un souvenir qui d'ailleurs lui inspirera ses réflexions sur la guillotine. Quand la suprême justice donne seulement à vomir à l'honnête homme qu'elle est censée protéger, il paraît difficile de soutenir qu'elle est destinée, comme ce devrait être sa fonction, à apporter plus de paix et d'ordre dans la cité. Il éclate au contraire qu'elle n'est pas moins révoltante que le crime, et que ce nouveau meurtre, loin de réparer l'offense au corps social, ajoute une nouvelle souillure à la première. Entre-temps, la guerre a été remportée et Camus peut se targuer d'avoir, dès 1942, rejoint la Résistance avant de devenir rédacteur en chef au journal de gauche Résistant Combat. Porté par le succès de l'étranger, il continue d'écrire et de dénoncer les dysfonctionnements de la société. Mais rien n'est simple durant ces années. Et une fois de plus, il est jugé comme modéré. Ça veut dire trop modéré. Par Sartre, notamment, qui en profite pour se venger d'une brouille personnelle et qui écrit 21 sur 20 à Camus l'écrivain, 7 sur 20 au Camus philosophe. Les deux hommes d'ailleurs ne vont cesser de s'éloigner. L'amitié est trop difficile entre ce bourgeois parisien et ce pied noir pauvre, même s'ils sont tous les deux des auteurs engagés. Et cela ne va pas s'arranger, car voilà qu'en Algérie, la guerre éclate. ففيك برغم العلا سنسد ونعصف بالظلم والظالمين. Camus a beau avoir dénoncé les massacres de Sétif en 1945, ainsi que l'usage de la torture, son pacifisme lui est toujours reproché. Tant du côté algérien que français, on réclame sa tête. Il est, tel Meursault, cloué au pilori. Que d'incompréhension. Ainsi, en 1957, à un étudiant algérien qui lui demande pourquoi il ne s'engage pas comme Sartre aux côtés du FLN, Camus répond « Je partage votre malheur. J'ai toujours condamné la terreur. Mais je dois aussi condamner un terrorisme qui frappe aveuglément dans les rues d'Alger, par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai toujours ma mère avant la justice. » Une phrase mal comprise, un vrai serpent de mer.
qui le poursuivra au-delà de sa mort accidentelle le 4 janvier 1960 dans un accident de voiture, oserais-je dire, absurde, aux côtés de Michel Gallimard. Ici, pour France Culture, le poète et comédien Himoud Brahimi revient sur cette opposition entre sa mère et la justice. Sa phrase pour sa mère, moi je lui en veux pas. Je lui ai jamais voulu pour cette phrase-là, absolument pas. C'est la seule fois où Albert Camus n'a pas été absurde. Pourquoi? Je peux vous l'expliquer pourquoi. Parce que maintenant nous avons une telle distance qu'on peut revoir. Et avec ça, nous avons quand même accumulé une certaine expérience qui fait que nous nous apercevons pertinemment bien que la parole qu'il a dite, elle ne représentait non seulement... Elle était au-dessus de toute justice, grand Dieu. Qu'est-ce que la justice humaine devant l'amour maternel? Mais c'est bivelet. C'est de la merde. Une mère ne peut jamais représenter l'injustice, c'est faux. Parce que notre prophète a bien dit, le paradis est au pied des mères. Et c'est absolu. Et voilà comment, dans cette indignation toute algérienne, Himoud Brahimi, dit Momo de la Casbah, parvient à réconcilier Camus avec la culture musulmane. Car comme disait de lui Jean Grenier, son professeur de philo, pour parler de Camus, il faut d'abord parler de l'Algérie. Non pas pour l'expliquer par son pays, mais parce que les traits de son caractère ne peuvent s'expliquer que par là. Que restait-il de Camus aujourd'hui? Il se place au 4e rang des auteurs les plus lus derrière Zola, Molière et Maupassant, excusez du peu. Face à Sartre, la victoire semble avoir changé de camp. Camus n'est plus, selon la méchante formule de Jean-Jacques Brochier, l'ami de Sartre, le porteur d'eau des pieds noirs, le philosophe pour classe terminale. Mais l'étranger, sur place, à Alger, dans un climat de passion exacerbé, il est tout d'abord rejeté. On lui reproche trop le meurtre de l'Arabe, mal nommé. Pour l'apprécier, il faudra attendre la nouvelle génération d'intellectuels issus des allées noires comme Maïs Abbé ou Bralem Sansal. Pour Kamel Daoud, auteur de Meursault contre enquête, Camus est piégé en vérité. De celui qui disait « je suis de gauche malgré moi et malgré elle », il souligne l'éternel inconfort. Et voici ce qu'il nous dit. C'est la tradition intellectuelle de la gauche postcoloniale qui fait à Camus un procès permanent. Moi j'aimerais que l'on sorte de ce confort. Or, lire Camus est un inconfort, car il rappelle la complexité de notre condition. Et c'est cela qui me plaît. Camus nous laisse ce droit fondamental de nous interroger et de nous tromper. Ici, demeure un héritage offshore qui n'a pas fini d'être transmis. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Camus, l'étranger. Notre invité, Jacques Ferrandez. Bonjour. Bonjour, Fabrice Drouel. Auteur des Carnets d'Orient, de Retour à Alger, mais aussi d'un roman graphique de l'étranger publié chez Gallimard en 2013. Commençons, si vous le voulez bien, par vos nombreux points communs avec Albert Camus. C'est-à-dire que, comme lui, vous êtes d'origine espagnole par votre père, lui par sa mère, c'est ça? Comme lui, vous passez vos premières années à Alger, et comme lui, cela se passe rue de Lyon, dans le quartier de Bellecour. Est-ce bien cela? Oui, pas tout à fait pour les premières années, on va dire les premiers mois, oui, puisque mes parents ont décidé de quitter l'Algérie juste après ma naissance, donc dans ce quartier de Bellecour où mon père était né avant moi et où mes grands-parents paternels s'étaient installés comme cordonniers vers 1890. Précisément, vous mentionniez tout à l'heure le numéro 93 de la rue de Lyon, le magasin de chaussures, les chaussures Roig, était au 96 rue de Lyon, donc c'était vraiment la proximité la plus immédiate. Est-ce qu'on parlait de Camus dans votre famille? Un peu plus tard. Alors, oui, mais je dois dire que peut-être on en parlait plus comme, non pas comme le prix Nobel ou le grand écrivain ou philosophe, mais plutôt comme l'enfant du quartier, puisque je crois me souvenir que ma grand-mère m'avait dit qu'elle connaissait, évidemment, par la proximité géographique, qu'elle connaissait la mère et la grand-mère d'Albert Camus. Et mon père, qui n'a pas connu directement, puisqu'il était de 5 ans son cadet, a fait exactement le même trajet que lui, c'est-à-dire de Bellecour, où il a passé toute son enfance avec sans doute la même école primaire. Mon père me racontait le trajet quotidien pour aller ensuite au lycée Bugeaud en prenant le tramway pour suivre tout le front de mer, pour traverser, disons, Alger comme Camus le raconte dans Le Premier Homme, qui a été publié en 1994. Alors côté ressemblance, est-ce que vous avez joué au foot, vous, également?
Pas tellement. Moi, je préférais dessiner, en fait, quand j'étais gamin. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai que quand j'avais du temps libre, je préférais mes crayons et mes papiers et mes couleurs. Bon, j'ai tapé dans le ballon comme tout le monde, hein, sinon ça serait moi qui serais un étranger à ma propre génération. Mais c'est vrai que je n'étais pas non plus un fan du ballon rond. Alors, on entrera dans le détail de ce que nous dit l'étranger, parce que c'est vrai qu'on peut y réfléchir vitam aeternam, hein. C'est aussi la force de ce livre, avec toutes ces métaphores, tous ces messages, sa complexité. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le mettre en BD? Est-ce que c'était pour que ce roman tellement fondamental soit à la portée de tous? Oui, sans doute, mais si vous voulez, j'ai pas attaqué l'étranger de front, si vous voulez, parce que moi j'avais travaillé, comme vous l'avez signalé, sur cette histoire commune entre la France et l'Algérie, avec les carnets d'Orient, depuis les années 80. Moi, le premier tome est sorti en 1987. J'ai développé tout ce récit qui retraçait ces 132 ans de présence française en Algérie, et évidemment Camus était présent par-dessus mon épaule à peu près tout le temps. Mais moi, il y avait une nouvelle de Camus qui me plaisait beaucoup, qui était L'Hôte, qui était extraite de L'Exil et le Royaume, et c'est vraiment cette nouvelle que j'avais envie de mettre en image, ce qui fut possible quand j'ai pu rencontrer Catherine Camus il y a une petite quinzaine d'années maintenant, puisque c'est elle qui m'a donné finalement l'autorisation, Catherine Camus, la fille donc d'Albert Camus, et c'est par L'Hôte, si vous voulez, que j'ai un peu poussé la porte de l'univers de Camus, parce que j'aurais pas osé sans doute attaquer directement avec l'étranger, mais évidemment par la suite l'étranger s'est imposé. Alors, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous frappe dans cet étranger? D'abord d'un point de vue formel, concernant la langue, son style neutre qui ajoute au sentiment de solitude ambiant, ça vous a touché? Oui, alors, on a parlé de cette fameuse écriture blanche à propos de Camus, et moi, si vous voulez, du point de vue dessin, je me situerais plutôt dans ce qu'on appelle la ligne claire, vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose d'assez voisin, même si c'est une ligne claire un peu plus méditerranéenne peut-être, mais en tout cas, il y a quelque chose évidemment qui me parlait beaucoup. Alors, je pense avoir lu L'étranger comme tout le monde à l'âge de 17 ans, mais sans avoir pas compris grand-chose à cette histoire-là, qui reste quand même très énigmatique quand on est jeune, mais je pense qu'elle s'adresse quand même à cette portion de la jeunesse, en fait, parce que vous avez diffusé là la chanson de The Cure, Killing an Arab, là juste précédemment. Robert Smith, le leader de The Cure, avait lu L'étranger à l'âge de 17 ans, et il a écrit cette chanson dans laquelle il dit I'm alive, I'm dead, I'm a stranger, et Killing an Arab. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup frappé, je pense, à toute période la jeune génération, et toujours, je pense, encore aujourd'hui, parce que Meursault, il a ce côté, pour employer un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui, il a un côté rebelle, si vous voulez, mais un rebelle sans cause. D'ailleurs, j'ai donné à Meursault les traits, enfin, je me suis inspiré quand on dessine, vous savez, on essaie toujours de trouver son personnage, ce qui pour Meursault n'est pas évident parce qu'il est jamais décrit, puisque tout est écrit à la première personne. Donc je pense qu'il y a autant de Meursault qu'il y a de lecteurs de L'étranger, mais il fallait bien à un moment donné le mettre à l'image, et j'ai pensé à un personnage qui était aussi très représentatif d'une certaine génération dans les années 50, qui était James Dean, avec ce film qu'il a fait connaître, qui était la fureur de vivre, le titre original. Cherchez en même temps que vous. Oui, qui était Rebel Without a Cause, c'est-à-dire un rebelle sans cause. Et pour moi, c'est exactement ça, Meursault, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas souscrire aux règles de la société, mais qui ne théorise pas tout ça, qui le fait de façon purement intuitive et spontanée. C'est-à-dire qu'il est étranger à son monde de façon intuitive. C'est ça, parce qu'en fait, il vit, j'allais dire, presque d'amour et d'eau fraîche. En tout cas, il vit de soleil et de bain de mer. Il a cette fiancée qui est Marie, qui, comme vous l'avez signalé, à un moment donné, elle lui propose de l'épouser. Lui, il a une forme d'indifférence avec tous ces rituels sociaux, si vous voulez. Donc, il ne souscrit pas, en fait, aux règles qu'on veut lui imposer. Et d'ailleurs, c'est ça, en fait, qu'il le perdra, puisque c'est ce que Camus disait lui-même, je crois, dans la préface de l'édition américaine. Il dit Camus est condamné à mort, non pas parce qu'il a tué un homme, mais parce qu'il n'a pas pleuré le jour de l'enterrement de sa mère. D'accord.
Donc c'est ça qui le met aussi en porte-à-faux par rapport à la société. Et peut-être, moi, si vous voulez, le moment où je suis rentré vraiment dans ce roman pour le mettre en image, évidemment, dans cette situation-là, on vit avec ce roman continuellement. On le lit, on le relit, on surligne les passages qu'on va pouvoir reprendre. Et il y a quelque chose, moi, qui m'a frappé beaucoup, c'est qu'en même temps, dans la biographie d'Albert Camus, à l'âge de 17 ans, il apprend qu'il est tuberculeux, comme vous l'avez signalé. C'est-à-dire qu'il se rend compte que la vie a une fin. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose dont on est forcément conscient quand on est adolescent, quand on est jeune. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à la génération de Cure dans les années 80. Vous savez, The Cure, c'était un peu le mouvement punk à l'époque, et le slogan des punks, c'est no future, c'est-à-dire pas de futur. Et c'est un peu là aussi ce qui anime, disons, Meursault dans sa vie quotidienne. Donc cette idée que la vie est absurde parce qu'on peut la perdre très très rapidement sur un coup de dé, vraiment de façon tout à fait justement absurde. Comme Camus dans la voiture. Absolument, c'est-à-dire en effet, est-ce que la vie de Camus est une vie absurde? Je ne sais pas, je pense pas en tout cas, parce qu'il a la fin sans doute, mais il faut bien finir à un moment donné. Et peut-être c'est ça aussi qui donne toute sa force, peut-être à l'œuvre de Camus, c'est le fait qu'il n'est pas achevé justement, puisque par ailleurs j'ai ensuite travaillé sur Le Premier Homme, qui est ce magnifique roman posthume et inachevé. Donc c'est tout un ensemble, si vous voulez, qui est très très cohérent en fait chez Camus. Alors, vous dites, pour moi, l'étranger signe la fin du roman colonial. Qu'est-ce que vous entendez par là? En fait, si vous voulez, parce que moi, je continue à aller régulièrement en Algérie, et vous savez, vous avez cité des écrivains, sont des amis, d'ailleurs, Maïs Abbé, Boualem Sansal, Kamel Daoud, pour qui Camus est un écrivain algérien, et ça ne fait pour eux aucun doute. Mais c'est pas forcément l'idée la mieux partagée en Algérie, y compris par certains intellectuels qui considèrent que Camus est un écrivain colonial, voire raciste. À chaque fois, on me sort, évidemment, son personnage tue un arabe, les arabes sont absents dans son œuvre. Vous avez quand même précisé, et d'une manière dont je vous félicite, toute la prise de conscience de Camus par rapport à l'injustice qui était faite aussi ce qu'on appelait les arabes ou les indigènes à l'époque dans l'Algérie coloniale. Donc il était loin d'être évidemment indifférent à cette population, et pour lui ce qui était le plus important c'était la dignité, la justice, et ça il l'a beaucoup écrit, il l'a beaucoup dit, notamment dans son activité journaliste. Et surtout la phrase sa mère est la justice. D'ailleurs, Jacques Ferrand, puisqu'on en parle, on va écouter un extrait de l'émission Radio Libre sur France Culture en 2010. Vous reconnaîtrez la voix d'Ali Badou d'ailleurs. On y entend l'éditeur Sofiane Adjaïj qui entrevoit une solution au problème de cette fameuse phrase « Je préférerais toujours ma mère à la justice ». Je dirais que c'est une histoire quand même de génération un peu, et c'est pour ça que j'insiste, en tout cas par mon travail d'édition, ce pourquoi je milite, c'est le Camus littéraire ou philosophique, parce qu'il me semble que le Camus idéologique, le journaliste, les déclarations, celles de Stockholm 57, elle va toujours lui être reprochée en Algérie. C'est indécidable, c'est interminable, on n'en finira jamais de cette question-là. Et je crois que Camus, il fait partie de cette littérature minoritaire en Algérie. Et il faut défendre cette littérature minoritaire. Et il voulait pas parler des Algériens, et très bien, qu'il n'en parle pas. Il nous a permis d'accéder à autre chose, qui est ce tragique, qui est ce soleil noir. Alors ce soleil noir, on peut le confronter à Kateb Yassine, à Jean Sénac, à d'autres Algériens de la même époque, qui aussi travaillait le soleil noir, mais je crois qu'il faut dépasser cette question. Pour ma part, je ne veux plus la résoudre parce qu'elle est non résolue. Elle peut pas être résolue pour moi, cette question. Et je crois que la littérature permet de dépasser ça, parce que la littérature, c'est le lieu de l'irrésolution, de l'ambiguïté, du paradoxe. Soleil noir, je préférerais toujours ma mère à la justice, enfin des mots forts. Que pensez-vous de ce que vous venez d'entendre? Est-ce que vous adhérez? Il se trouve que je connais bien Sofiane Adjadj, qui est l'éditeur d'ailleurs de Kamel Daoud et d'autres auteurs aujourd'hui en Algérie. Oui, évidemment, c'est une question qui est très très épineuse encore aujourd'hui en Algérie. Donc, soit c'est un sujet qu'on évite, soit c'est un sujet qui vous fait entrer dans la polémique, et encore aujourd'hui. Moi, je pense qu'en effet, il y a évidemment une valeur littéraire incontestable
chez Camus, mais je pense pas que sur le plan des idées, il soit totalement trompé en fait par rapport à la situation en Algérie. Alors évidemment, il n'a pas vu le dénouement puisqu'il est mort, comme vous l'avez signalé, le 4 janvier 1960, c'est-à-dire 2 ans avant l'indépendance de l'Algérie. On peut lui faire dire ensuite ce qu'on veut. D'ailleurs, ça manque, la récupération de tous ordres ne manque pas. Mais je pense que sur la question qu'il entrevoyait, c'est-à-dire une Algérie livrée à un parti unique qui allait sans doute faire en sorte que la minorité européenne soit obligée de quitter le pays, ça je pense qu'il l'avait entrevu et il a été là-dessus, j'allais dire, assez clairvoyant. Donc je pense que sur le plan des idées, si à l'époque Camus pouvait être contesté par Sartre et les Sartriens, je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez signalé, peut-être la raison a changé de camp, peut-être aujourd'hui. Oui. Jacques Ferrandez, on se retrouve dans 2 minutes et demie après avoir écouté Arnaud, La Vérité. Jacques Ferrandez, pour résumer, on peut se poser la question du rapport de Camus à l'autre, du rapport à l'altérité. L'autre, c'est à la fois le colon, c'est à la fois l'Algérien, c'est à la fois le monde. Le monde est un autre, puisqu'ils se sont étrangers à ce monde. Quel est son rapport à l'altérité? Oula, m'entraîner sur un terrain. Oh, alors, il y a juste une phrase, alors. Oui. Si. En fait... Oui. En fait, je pense que Camus se retrouve, si vous voulez, dans une société très très codifiée, très ritualisée, et simplement ce rapport à l'autre, il l'interroge en permanence. Mais ça nous interroge nous aussi, parce que finalement ce personnage de Meursault reste une énigme finalement. Pourquoi est-ce qu'il sur cette plage, il revient pour la 3e fois pour retrouver cet Arabe avec qui il y a déjà eu une bagarre précédemment? Si vous voulez, toute son attitude, elle est quand même assez énigmatique. On pourrait dire absurde évidemment, mais ça pose évidemment beaucoup de questions. C'est pour ça que je pense que ce roman est inépuisable, parce qu'il nous interroge profondément sur ce que nous sommes. Oui. Bien sûr. Alors, l'un des exemples les plus frappants des nuances qu'il faut apporter à la pensée de Camus, alors la pensée politique, on est dans une dimension toujours philosophique, mais plus politique, c'est sa position face à celle du Parti communiste dans les années 30, qui n'est pas du tout la même que celle des années 50. Un PC qui a déçu Camus, alors que la figure victorieuse de Staline, le communisme, certains intellectuels sont tombés dans le panneau. Apparemment pas lui. Est-ce que c'est l'homme Camus qui avait raison, qui ne s'est pas trompé? Je pense que on peut le dire comme ça. Oui, sans doute. Enfin, avec le recul, on peut le dire. Mais je pense surtout ce qui mettait en avant, c'est la possibilité de penser par soi-même, c'est-à-dire ne pas être embrigadé, ne pas être encarté. Il disait lui-même qu'il était embarqué. Alors, il était embarqué dans son époque, mais sans pour autant souscrire, si vous voulez, à tous les mots d'ordre. Je me souviens d'un livre de Jean Daniel, qui a bien connu Albert Camus, dont le titre c'était de savoir résister à l'ère du temps. C'est-à-dire qu'on est en permanence assailli par les tendances, les courants du moment, et effectivement on n'est pas obligé de plonger à pieds joints là-dedans, donc on peut avoir toujours son esprit critique par rapport à ça, et je pense que Camus à ce niveau-là est une bonne boussole. Et ses rapports avec Jean-Paul Sartre? Oui, alors ils étaient amis, vous savez, je crois que Sartre a été un des premiers à signaler la qualité du roman L'étranger, à sa parution en 1942. Ensuite, Camus et Sartre, évidemment, quand Camus est arrivé à Paris, il a participé à cette vie de Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, donc ils étaient assez liés. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, je pense, la grande séparation, c'est L'Homme révolté, en 1952, si je ne m'abuse, où, évidemment, Camus dénonce le communisme des goulags, c'est-à-dire, en fait, ce socialisme des barbelés, alors qu'à l'époque, on est en pleine guerre froide et que Sartre et quelques autres sont les compagnons de route du Parti communiste, parce qu'il ne faut pas désespérer Billancourt à l'époque, il ne faut pas trahir la cause, si vous voulez. Donc la position extrêmement libre de Camus par rapport à ça en fait une espèce de paria dans le monde intellectuel parisien de cette époque-là. Donc il est d'une certaine manière excommunié par cette société littéraire et intellectuelle parisienne, et ça l'a beaucoup blessé, et ce qui en a rajouté un peu une couche, c'est en effet le début du conflit algérien à partir de novembre 54, qui fait qu'il s'est retrouvé là aussi en porte-à-faux par rapport au militantisme anticolonialiste de la plupart des intellectuels de gauche parisiens. Donc vous l'avez dit, je crois, Camus disait je reste de gauche malgré moi et malgré elle, parce qu'à l'époque effectivement la gauche aussi n'a pas raison sur tout, et elle peut se fourvoyer à cette époque-là également. Alors vous allez régulièrement en Algérie, vous nous l'avez dit, vous y avez encore beaucoup d'amis. Alors vous avez eu l'occasion de parler de Camus avec les Algériens. Alors les Algériens d'Algérie, voilà, l'Algérie indépendante. Quel est leur regard?
Écoutez, vous savez, là, j'étais très touché dans votre émission là, d'entendre la voix de Momo Imoud Brahimi que j'ai connu en fait. Momo Mon premier voyage, c'était en 93, et à ce moment-là, c'est Momo qui a été mon guide dans la Casbah, ce qui était pour moi une espèce d'expérience absolument indépassable, parce que c'était vraiment l'âme de la Casbah. Et ce qu'il dit dans l'interview que je connaissais, le son là que vous avez passé, c'est vraiment, ça représente vraiment la sensation que les Algériens peuvent avoir avec Camus. Vous voyez, cette espèce d'ambivalence avec cet auteur, son œuvre, c'est-à-dire, et d'une certaine manière, ce que dit Momo, c'est formidable, c'est-à-dire la mer c'est au-dessus de tout, et particulièrement dans les sociétés méditerranéennes, vous voyez, donc il le dit avec ces mots géniaux, mais ça m'a beaucoup touché d'entendre aussi Jules Roy que j'ai connu. Enfin, vous voyez, c'était un peu, tant mieux. Oui, ça sera. Voilà, on arrive à la fin de cet entretien, Jacques Ferrandez. Donc, on a vu vos liens personnels avec Camus, votre histoire un peu commune. Bah moi, j'en ai une aussi. Figurez-vous, mon premier collège, c'était le collège Albert Camus. Bon, on fait ce qu'on peut. Écoutez, ça ne s'invente pas. Chacun ses ressemblances. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous, Fabrice. C'était Affaires sensibles aujourd'hui, L'étranger de Camus, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr, à la technique. Aujourd'hui, il y avait Loïc Frapsos. À suivre, Antoine Decaune, pop. Bonjour Antoine. Bonjour Fabrice. Fabrice, vous aimez Marseille, je sais. Ah oui. Ah, vous aimez les belles voix? Oui. Ah, vous aimez le rap? Oui. Ah, eh ben alors l'émission qui arrive est exactement pour vous, puisque nous recevons Soprano, à qui une série est dédiée. Eh ben je reste. Ben oui, évidemment. À tout à l'heure. À tout de suite.